Depuis 1964, le Hang Seng écrase le SP500 avec quasiment 9,3% par an versus 7,66% par an. Et pourtant, l'indice hongkongais cote moins 23% sous son sommet de 2018. Comment un marché peut-il autant surperformer sur 6 décennies et rester à ce point boudé par le marché? C'est la question qu'on va disséquer ensemble dans cet épisode. Bienvenue dans le premier épisode de notre série par pays. On va commencer par Hong Kong. Le but étant, je vais en parler rapidement dans la vidéo, mais c'est d'analyser d'autres marchés que la France et évidemment les US. On va voir qu'il y a bon nombre de marchés qui sont intéressants, avec de magnifiques valeurs. Vous connaissez ma philosophie d'investissement, quality contrariant, j'aime bien chercher la valeur, mais il faut évidemment que le marché à côté, le price, il me faut des niveaux de valorisation qui sont peu chers sur du long terme. Et ce contrariant comment là, c'est tout simplement en allant dans d'autres pays ou sur d'autres classes d'actifs qu'à ce jour le marché ne price pas du tout. Ça peut être par exemple les logiciels, ça peut être la santé à ce jour, ou différents marchés, tels que par exemple le marché de Hong Kong. On va voir par la suite, il y a de très belles valeurs. On va essayer de sortir des valeurs à la mode, des valeurs que tout le monde en parle. Moi, ça m'intéresse absolument pas. Vaut mieux rester discret, je viens de vous dire, et se concentrer sur les fondamentaux. On va parler, pour une fois, de la macro et de la micro, et notamment des performances sur les différents indices. On prend un petit peu de hauteur, et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est une petite introduction. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux moitiés de l'histoire. Il y a ce qui s'est passé entre 1964 et 97, 33 ans. Le Hang Seng a eu des performances exceptionnelles sur 33 ans. 16% par an. On va en reparler, pas d'inquiétude. SP500, 7,7%. Donc on a quand même un gap qui est significatif. La deuxième période, c'est entre 97 et 2026, soit 29 ans. En 29 ans, l'indice a performé seulement de 3%. À côté de ça, on a le SP500 qui a performé de 7,7%, encore une fois, qui reste plutôt constant. Autrement dit, toute la performance historique de Hong Kong a été construite avant la rétrocession à la Chine. Depuis, ce n'est absolument plus le même match. Alors, juste avant, je vous montre également mes sources, sur quoi je me suis basé. Si ça intéresse, voilà, n'hésitez pas à retrouver ces différentes informations sur Internet. Ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de hauteur, regarder les marchés, et lesquels ont très bien performé sur de longues périodes. Parce que comme vous savez, il y a des marchés qui sont cycliques, il y a des marchés qui ont très bien performé dans le passé, qui peuvent tout à fait revenir au plus haut. C'est une question de temps. Et puis après, surtout, sélectionner, parce que moi je fais du stock picking. Les ETF en France, vous avez vu, peut-être que ça va changer. Mais voilà, sélectionner une valeur qualitative dans un marché qui est plutôt, je vais vous dire, peu cher. Et attendre progressivement le retournement. C'est ma stratégie quality contrariant. Alors à ce jour, les marchés qui ont très très bien performé, on va avoir évidemment donc la Suède. Vous savez que j'adore les valeurs suédoises. Sur mon PEA, j'ai quasiment plus d'un tiers, je suis sur des valeurs suédoises. Pour ceux qui me suivent sur Substack, je fais également une petite aparté, mais n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur Substack. On a à peu près, un peu plus de 1100. Et je vous ai quand même présenté bon nombre de valeurs suédoises. Pourquoi? Parce qu'on a quand même un marché qui performe très bien. Attention toutefois au changement de devise. On est sur des couronnes suédoises. C'est pas, voilà, on n'est pas sur du franc suisse. Deuxième valeur qui me performe très bien, pareil, qui n'est pas très connue, c'est l'Australie. Je vous ai également présenté une très belle entité qui s'appelle Kelly Partners. Attention, c'est une small cap, il y a quelques points à analyser avant d'investir dans celle-ci. De toute manière, dès lors que vous êtes sur mon site, vous cliquez sur Bourse en E3, vous allez dans la partie analyse et vous avez l'ensemble de mes analyses. Je vous les trie par ordre alphabétique et vous avez bon nombre de sociétés. Si par exemple on prend le cas, on verra Prosus Tencent, on va en reparler. Vous avez l'analyse complète de Prosus qui fait énormément de pages, vous avez quand même de quoi lire. Et je détaille tout au maximum afin d'avoir vraiment un niveau de transparence le plus important possible. On va voir par la suite l'Afrique du Sud. Pareil, on va avoir des belles valeurs comme Nasper. On a les US avec 10%. On a le Canada. On va voir l'UK qui a très très bien performé. On a le Japon qui est pas mal, la France aussi. Mais attention entre le réel et le nominal. Je vais plutôt me concentrer, moi, sur la partie réelle. Mais c'est bien de garder en tête la partie nominale. Deuxième tableau, c'est pareil. Ce sont les principales classes actives, donc le retour annuel sur entre 1900 et 2000, donc on a quasiment 100 ans, ce qui est quand même conséquent. Pareil, on a quand même de très belles performances du côté justement Australia, on a quand même de belles performances en Suède, pareil, très belle valeur la Suède. On va voir également les États-Unis, 6,7, ça reste quand même intéressant, et le Canada. Canada, pareil, j'ai une forte exposition sur ce pays.
Juste pour vous donner un ordre d'idée, la France aujourd'hui, parce que la plupart des gens des Pays-Bas investissent en France et c'est tout à fait normal, hein, pour essayer de comprendre un petit peu mieux le marché. Moi, je crois que je suis à 4 de mon portefeuille, hein. La plupart sont des valeurs dans d'autres pays. Surtout qu'aujourd'hui, on a de la chance. On a des brokers, on peut investir à l'étranger, on peut investir dans plein d'autres pays et on a tout à fait les capacités pour analyser ces différentes valeurs. Donc au vu du contexte, et je suis pas là encore une fois pour, mettre un petit grain de négativité, mais je suis là également pour mentionner qu'il y a de très, très belles valeurs dans d'autres pays et qu'il faut en profiter pour se diversifier. Alors là, je suis sur, investing.com, juste pour vous montrer quand même la différence notable entre ces 2 indices. Alors, l'indice du haut, en fait, c'est le Hang Seng. Je vous le mets juste ici, Hang Seng, qui surperforme le SP500 sur du très long terme. Alors évidemment, il fallait rentrer au plus bas, je crois que c'était en 68-63 et à côté de ça, on a évidemment le SP500 qui par contre celui-ci, comme on a vu, va surperformer le Hang Seng à partir, je crois, de 2019. On va rentrer dans les détails, pas d'inquiétude. Comme mentionné, donc cette valeur-là, c'est le SP500, donc on va zoomer. Le SP500 qui a vraiment surperformé à partir de 2018. Là, on est en 2018. Donc on a vraiment un gap qui est significatif. Je rappelle, on a un monthly et on n'est pas en vue logarithmique. J'ai laissé la moyenne exponentielle, donc 200 périodes. Et ce qui est important de regarder, c'est ce qui se passe également dans le passé. Donc, dans l'absolu, si on regarde depuis quasiment 89, bon, le Hang Seng surperforme. Il est quand même un petit peu plus volatile. Non, on peut supposer que le SP500, mais dans l'absolu, ces 2 indices, en tout cas, se suivent et on a quand même une certaine corrélation. Les 2 indices augmentent, les 2 indices corrigent, augmentent, corrigent, il y a quand même une corrélation. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'on a quand même une décorrélation entre, ces 2 indices. On a d'une part le SP500 qui ne cesse de croître versus le Hang Seng qui corrige fortement. Si on revient un petit peu dans le passé, voilà, le Hang Seng a toujours quasiment surperformé le SP500, hormis peut-être, voilà, en 95, tout dépend encore une fois du point d'entrée. Mais on a aujourd'hui vraiment un gap significatif à partir de 2020. La question de savoir, c'est qu'est-ce que cette différence est notable? Est-ce qu'elle va perdurer dans le temps ou est-ce qu'on va avoir une correction ou à l'inverse, une appréciation du, Hang Seng? N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis. Pour ma part, je pense que ces courbes risquent de se recroiser au cours du temps. Que ça soit l'indice US qui va corriger, soit le Hang Seng qui va monter. Parce que c'est rare d'avoir quand même un écart aussi significatif entre ces 2 courbes. Je vous invite également à faire le jeu, c'est quand même assez intéressant. Donc sur les 10 dernières années, vous avez quand même compris que le SP500 est bien plus performant. De toute manière, les investisseurs, la plupart des investisseurs, en tout cas ceux qui suivent ma chaîne, je pense que ça fait moins de 10 ans que vous investissez sur les marchés financiers. Donc évidemment, je ne dirais pas que vous êtes, matrixé par le SP500, mais un petit peu quand même, hein. On entend évidemment en fait, investissez sur le SP500, c'est une superbe valeur, enfin c'est un super indice. La réponse est oui, mais on va voir la valorisation. Ça aussi, c'est un point qui est important. Je fais juste une petite aparté sur le SP500. Donc j'enlève le Hang Seng. N'oublie pas qu'on a quand même aujourd'hui des indices pour une personne qui est rentrée par exemple en 80, voilà, 99, juste ici. Il a fallu attendre jusqu'en 2012 pour revenir sur sa valorisation. Alors évidemment qu'on a des dividendes réinvestis, et cetera, d'accord, mais ça fait quasiment 13 ans. 13 ans où, le SP500 n'a rien fait. C'est long, 13 ans. Puis après évidemment qu'on a de fortes appréciations. À ce jour, on est quand même très loin aussi de la moyenne mobile exponentielle, donc 200 périodes. Pour l'instant, comme certains énoncent, le momentum est haussier, très bien, mais attention, on finit toujours par, au bout d'un moment, revenir sur sa moyenne exponentielle 200 périodes. Si à ce jour, on doit revenir sur la 200 périodes, alors je trace, hein, ça sera peut-être que dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être demain, mais voilà, ça c'est assez puissant. Donc gardez ça en tête. Pour aller plus loin que le simple, PE, de toute façon on va en reparler, on va regarder le CAPE, celui qui, lisse les bénéfices sur 10 ans pour éviter, les illusions d'optique. Et le contraste est assez frappant. Au 31 juillet, 2026, les États-Unis affichent un CAP, de quasiment 39. L'un des niveaux les plus élevés, de leur histoire récente. À côté de ça, on a Hong Kong qui se traite à 19 fois. La Chine qui se traite seulement à 15. Regardez ce pic de plus de 55 en 2007. C'est évidemment la bulle avant l'effondrement. Depuis, l'indice n'a jamais vraiment retrouvé ses niveaux de valorisation, contrairement aux US qui, eux, s'approchent aujourd'hui progressivement. Autrement dit, le marché américain paie aujourd'hui presque le prix, hein, de la bulle chinoise en 2007. Alors on n'est pas encore, mais voilà, c'est quand même important de garder en tête. Tandis que Hong Kong et la Chine cotent à des multiples 2 fois inférieurs. Alors ce n'est pas une prédiction de rendement futur, loin de là et en aucun cas mes propos sont des conseils en investissement.
Mais ce qui est important de garder en tête, c'est que le CAP n'a jamais été un outil de timing parfait, loin de là, mais c'est un indicateur de marge de sécurité et ça, c'est important de le garder en tête, parce que le 1er point dès lors qu'on investit, c'est de ne pas perdre d'argent. Et sur ce plan, l'écart entre les, 2 rives du Pacifique, n'a jamais été aussi large, comme vous pouvez constater. Le site qui est pas mal, donc je vous le donne, hein, c'est, Barclays, vous marquez indice, historique, cap ratio by country et vous avez justement ces différents indices, donc ça, c'est intéressant. On peut en mettre d'autres évidemment, le but étant c'est pas non plus, de mettre tous les pays, mais on peut regarder par exemple la France. La France aujourd'hui, ça se paye environ 24 fois. Si on met l'Europe, c'est à peu près dans cet ordre de grandeur. Bon, selon moi, les pays qui me semblent quand même assez intéressants à ce jour, hein, ça va être Hong Kong 19 fois, bon ça reste dans sa moyenne, j'ai envie de vous dire. On a la Pologne qui est quand même assez intéressant et la Chine surtout à 15 fois, très peu cher. On en reparlera, le but étant, c'est de faire en fait le tour de ces pays, surtout sur Substack. Là, c'est de vous donner un aperçu sur YouTube et après on va creuser dans le détail différentes valeurs qui me semblent pertinentes d'investir ou non. À côté de ça, donc le Hang Seng, c'est important de revenir en arrière pour comprendre, les max drawdowns, c'est généralement là où il faut se positionner sur du long terme. Bon, la crise asiatique, on a eu évidemment les dot-com, on a eu la global, financial crisis en 2007-2008, hein, crise des subprimes. On a eu, le yuan, avec la dévaluation en 2015-2016 et on a eu récemment, entre 2021 et 2023, donc la régulation chinoise notamment, avec Evergrande. En plus là récemment, il y a une condamnation, vous avez vu? Et on a quand même connu un indice qui a perdu moins 50. Et en général, ça reste quand même des points d'entrée qui sont intéressants, dès lors qu'on a des max drawdowns de l'ordre de -30 à -35. Vous connaissez ma stratégie, c'est ça que je recherche. Le top 5 du Hang Seng, parce que c'est important de savoir concrètement les valeurs, de cet indice, pour avoir encore une fois, un ordre de grandeur. La première valeur, c'est une banque, c'est être HSBC, quasiment 9, ce qui est quand même considérable. La deuxième valeur, c'est une très belle valeur, c'est Tencent Holding. On a quasiment, 8. On est plutôt sur le secteur de la tech. Au passage, Tencent pour moi, c'est le mode le plus puissant au monde. On va en reparler au cours de la vidéo. J'ai déjà fait une analyse sur Substack, mais c'est d'une très belle valeur. La troisième, c'est Alibaba avec quasiment 7. On est sur mais je pense que sur du très long terme, ça va plutôt se transformer en cloud, en espèce de holding plutôt tech. On va voir par la suite la CCB, China Construction Bank avec quasiment 5 et pour terminer, AIA, une assurance vie. Donc 3 banques, dans le top 6. On n'a aucun semi-conducteur. Alors vous savez que moi les semi-conducteurs, j'en parle quasiment jamais, parce que voilà, tout le monde en parle aujourd'hui. Les valorisations sont pour moi trop importantes et j'ai pas de visibilité sur, quasiment plus de 10 ans. Donc je préfère en tout cas, m'en éloigner pour l'instant et aucun logiciel d'entreprise. Si je dois faire une petite comparaison entre Hong Kong et les États-Unis, bon, on paye ça très peu cher. Alors je vous ai montré tout à l'heure, un niveau de valorisation, là on va parler du PE. Ça se paye quasiment 14 fois à ce jour. À côté, on a le SP500, ça se paye 22 fois. Je vais vous montrer plusieurs sources. Le but étant, c'est que voilà, on puisse piocher les informations dans différentes sources qui me semblent pertinentes. Le rendement aussi, c'est important de le mentionner, on a quasiment 3 de rendement versus le SP500 1,05, c'est, quasiment le plus bas historique. On a une volatilité qui est plus importante à Hang Seng, comme on a vu avec les différentes crises. Le pire drawdown historique, c'est du -60 et du -57, donc ça reste quand même assez important. Bon, ça arrive pas toutes les 4 matins, mais c'est important de garder, ça en tête, parce que dès lors qu'on investit en bourse, la plupart d'entre vous n'ont pas connu des replis, de l'ordre de plus de -50 et la concentration. Donc on a 2 marchés, 2 prix, 2 niveaux de risque qui sont différents et ce ne sont pas des, substituts. À gauche, vous avez donc l'indice de Hang Seng que je vous ai montré via GoRefocus. Je trouve que c'est un très bon site, et je trouve que les données sont plutôt, fiables. On a donc un PE de 12,5. À côté de ça, on a Focus et on a aujourd'hui un niveau de valorisation qui est de 26 fois, ce qui est quand même assez cher. Si nous regardons maintenant sur Fatgraph, c'est un logiciel que j'utilise pour mes analyses. Aujourd'hui, ça se paye à peu près 25 fois, 25,5, ce qui est plutôt cher. Et dans le passé, c'est la courbe bleue et normalement, ça se paye environ 20 fois. Donc à ce jour, depuis 2007, on est légèrement surévalué. Mais d'un côté, je viens de vous dire, on a de la croissance et on a des bénéfices. Et comme vous le savez, on achète une action ou un indice pour ses bénéfices futurs. Et il y a toujours une corrélation entre les earnings et le cours de bourse. Si on a des earnings qui ne cessent d'augmenter au cours du temps, on va avoir évidemment un cours de bourse qui va suivre les bénéfices.
Et dans le top holdings US, on va voir évidemment Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Broadcom, Google, Meta, Tesla, Baker et Berkshire Hathaway. Bon, dans l'absolu, l'ensemble de ces valorisations sont quand même assez importantes, j'en ai déjà parlé, hormis peut-être certaines comme Meta, qui à ce jour est peu cher. Alors, ce qu'il faut également comprendre, c'est que les indices évoluent au cours du temps. C'est le principe d'un ETF, d'un ETF. On investit dans celui-ci parce qu'il y a un arbitrage qui se fait naturellement, et généralement, cet arbitrage sur du long terme est bénéfique. Avant 2018, le Hang Seng, on avait principalement des foncières hongkongaises. Alors moi, vous savez que j'aime bien les foncières, mais on n'est pas sur la tech, on n'aura jamais une croissance à 2 chiffres sur du long terme. On avait des banques d'État, on avait des conglomérats familiaux et des télécoms. Or, ce qu'il faut garder en tête, donc là je vous ai sorti donc, le The Wall Street Journal, et qui a été récemment publié, c'est que Hong Kong, à ce jour, a un record concernant les IPO. On a beaucoup d'IPO qui rentrent justement sur cet indice, donc ça c'est très bon signe, ça donne du dynamisme, et surtout on va avoir quand même des valeurs qui vont apporter un petit peu plus de croissance. On a quand même quelques nouveaux entrants, par exemple CATL, concernant les batteries automobiles, c'est le premier mondial. On a quelques minières, on va en reparler, on a du semi-conducteur, on a quelques biotech, on a des marques grand public, Anta, je vais en reparler, PopMart, et on va voir également de la tech, comme par exemple NetEase, BYD et d'autres. Il y a quand même de très belles valeurs. Donc le marché valorise encore l'indice qu'il y a 8 ans, et on n'est absolument pas sur les mêmes entreprises. Alors évidemment qu'il y a quand même des inconvénients sur le marché chinois, comme vous le savez, le fait qu'on investisse via des ADR, il y a quand même un risque, je le conçois tout à fait. Par contre, n'oublie pas que ceux qui investissent, en tout cas moi j'investis sur non pas 5 ans, pas 6 ans, mais entre 15, 20 et 30 ans. Et il se passe énormément de choses. Regardez 30 ans en arrière, il peut se passer bon nombre de choses. Alors, j'ai sélectionné 10 entreprises, j'en parlerai sur Substack parce que je préfère gentiment écrire et rentrer un petit peu plus dans le détail, donc je le mettrai sur Substack, le petit top 10 concernant les valeurs qui m'intéressent sur ce marché. Vous avez évidemment Tencent qui est une excellente valeur, pour moi avec le mode, un des modes les plus importants au monde, avec WeChat, c'est une infrastructure sociale avec quasiment plus de 1,4 milliard de personnes qui l'utilisent chaque jour comme réseau social, moyen de paiement, et encore une fois, j'ai rédigé un article sur celui-ci. On a Antasport qui est également une très belle valeur. Le principe est le suivant, c'est qu'ils rachètent des structures qui sont à deux doigts de faire faillite. Ils les restructurent et ils créent de la valeur. C'est ce qu'ils ont fait sur bon nombre, en tout cas, d'entités. Et là, récemment, ils sont rentrés sur Puma à 29%. Et après, on a Tektronix. Pareil, on va rentrer, c'est une très très belle valeur sur Milwaukee Tool. Pour ceux qui bricolent un petit peu avec le verrouillage de certaines batteries, notamment chez les pros aux US. Je vous fais quelques petits topos concernant la valorisation de ces 3 valeurs que je vous ai présentées. Je rentrerai dans les détails prochainement. J'ai pas envie que la vidéo dure très longtemps. Et n'hésitez pas, si ce format en tout cas vous plaît, que je puisse ou non le reproduire par la suite. Donc Tencent Holding, j'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est une valeur qui se paye que 11 fois le price cash flow. C'est pas très cher. C'est pas très cher. On a bien une croissance continue des operating cash flow. Moi, je regarde pas le PER, j'aime pas. Je préfère ce que génère vraiment l'entité, c'est les flux. PER, on peut être des amortissements, on peut plus ou moins arranger. L'operating cash flow, c'est ce que vraiment génère l'entité. Et donc on paye ça aujourd'hui 11,66. C'est un plus bas qu'on a connu récemment, donc en 2012, qu'on a connu également en 2008 quasiment. Et on a une croissance qui est très importante. Alors dans le futur, on va être à mon avis entre 12 et 9%, mais ils investissent également énormément sur l'IA. Et à titre personnel, j'ai une petite préférence sur l'IA en Chine qu'aux US. On verra également les IPO là, de Claude et de ChatGPT, mais je pense que le business model est un petit peu plus intéressant en Chine. On verra ce que nous dira l'avenir. En tout cas, très belle valeur Tencent Holding. La deuxième, c'est Antasport, comme je l'ai mentionné. On paye ça 9 fois. 9 fois, c'est vraiment très peu cher, je trouve, pour ce genre d'entité. Très peu endetté. Et il y en a quand même une croissance qui est significative de près de 25% par an. Encore une fois, on est vraiment sur la partie cash flow. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Bourson 3, on est déjà plus de 1100. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. Dans l'onglet donc analyse, il y a l'ensemble de mes études. On a Alibaba, on a par exemple Antasport. C'est des analyses assez poussées, il y a quasiment plus de 100 pages à lire. Et j'ai essayé de faire des analyses sur des valeurs peu connues et qui me semblent pertinentes. Par exemple, Antasport, je pense qu'il y a peu de personnes qui savent ce point, c'est quand même la troisième marque la plus importante au niveau des sportwears, devant quand même Lululemon, devant Puma. On a quand même un gap avec Adidas et Nike, mais
On est quand même beaucoup plus diversifié. C'est un petit peu, je vais vous dire, voilà, le LVMH, du sportswear. Et la dernière valeur, Tektronic, on est sur l'industrie, boîte peu endettée, en une croissance qui est de 13. Attention, on a quand même une année en 2021 où c'était négatif, faudrait comprendre le pourquoi du comment et on a une croissance qui est de 13, ce qui reste cohérent. On paye ça 17 fois, normalement c'est 15 fois, donc on surpaye légèrement la valeur. Ce qu'il faut surtout regarder, c'est les perspectives futures. La vraie question à se poser, c'est quelle part de votre portefeuille est prêt à supporter 28 de volatilité et un drawdown de 50 en échange d'un point d'entrée à 13 fois les bénéfices. Bon, c'est la petite série pays, c'est l'épisode numéro 1 sur Hong Kong. Je ferai une analyse complète sur les 10 entreprises, sur les modes, sur les valorisations, sur les cycles, notamment immobiliers, on va en parler, et le risque du PEG. Tout ça sur Substack. J'ai déjà, on va dire, mon sommaire. Il faut juste que maintenant je rédige l'article. Je le ferai, je pense, semaine prochaine. De toute manière, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner sur Substack, comme ça vous aurez directement l'analyse. Sur ce, merci à tous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, et je vous dis à une prochaine. Bye bye.